bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour vos journaux du week-end. Voici les titres de ce vendredi. C'était l'un des temps forts des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. La médaille d'or de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier en danse sur glace. Un moment suspendu et une véritable prouesse technique que nous commentera leur entraîneur Romain Aguenauer de passage à Monaco sera notre invité ce soir. Coup de tonnerre en Angleterre, Andrew Windsor, le frère du roi Charles III, a été arrêté hier puis placé en garde à vue avant d'être relâché. Le désormais ex-prince est mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Notre correspondante à Londres nous expliquera tout ce qu'il en retourne. Dans ce journal également, un nouvel happy hour musical proposé par le PMC. Hier soir, le Quatuor du Soleil a refait son apparition à l'auditorium pour le plus grand bonheur du public et de nos reporters. Et puis nous finirons sur une autre note, sucrée cette fois. L'Espace 22 accueille en ce moment un pop-up consacré aux œuvres bonbons de l'artiste Laurence Jenkel. Rendez-vous à la fin de ce journal pour les découvrir. Mais avant de développer ces titres, c'est l'info de la soirée. L'AS Monaco Basket se qualifie pour les demi-finales de la Leaders Cup après une fin de match irrespirable face à Strasbourg. Avec un dernier rebond offensif de leur capitaine Mike James, les Monégasques s'imposent 90-89. Ils pourront donc poursuivre l'aventure demain face à l'équipe de Cholet. Écoutez la première réaction de l'ailier Terry Tarpey au micro de Gaëtan Lebrun, envoyé spécial à la Futuroscope Arena de Poitiers. Dès qu'on ralentit un peu, on donne chance aux scoreurs parce qu'ils ont trois vraiment scoreurs de haut niveau. Donc, si on était un peu trop lax en défense ou oublier nos scouting un peu, il peut faire mal quand il peut prendre le tir à 3 points, les drives, les fautes, tout ça. Mais il y a 3 scoreurs qui peut nous faire mal quand on lâche le mental un peu. Notre équipe, malheureusement, c'est comme une montagne russe. On a des bels moments et les mauvais moments aussi. Je pense que personne ne s'attendait que Mike James va prendre un rebond offensif pour la victoire. Mais ouais, il faut qu'on garde la confiance. Nous, on se connaît nous-mêmes un peu. On a une équipe de haut niveau. Il faut qu'on trouve un moyen à gagner le match. Et heureusement, ça tombait pour nous ce soir. Voilà, rendez-vous donc demain face à Cholet, coup d'envoi à 18h30 à la Futuroscope Arena de Poitiers. Les Jeux Olympiques d'hiver qui se referment ce dimanche auront offert eux aussi de très beaux spectacles chez les Français, notamment en patinage, avec surtout la performance exceptionnelle de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, désormais champions olympiques. Pour en parler, nous recevons Romain Aguenauer, leur entraîneur de passage à Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de votre présence sur notre antenne ce soir. Beaucoup de choses à aborder avec vous. Mais d'abord, revenons sur cette performance absolument magnifique que nous ont offert les stars Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry que vous entraînez, lui français, elle québécoise, mais sous le même drapeau tricolore. Ils ont tous deux décroché une médaille d'or historique en danse sur glace il y a une semaine. Quelle a été votre réaction à chaud et à froid aujourd'hui ? La réaction, bien sûr, en tant qu'entraîneur de ces deux extraordinaires talents qui ont relevé ce challenge inédit en un an de partir à la conquête d'une médaille d'or olympique. C'est bien sûr un immense sentiment de satisfaction pour eux et voilà, et pour l'histoire aussi du patinage mondial. Ça a été une semaine très très riche en émotions et je suis ici sur Monaco pour me reposer un petit peu avant de repartir sur Montréal. Cela ne fait qu'un an, vous l'avez dit, à peu près, que Guillaume Cizeron patine avec Laurence Fournier depuis sa séparation très commentée avec Gabriela Papadakis. Vous avez dit vous-même lors d'une autre interview combien les allégations d'emprise qu'elle portait contre lui dans son livre l'ont affecté. De son côté, Laurence Fournier, elle aussi, a ses problèmes. Pour autant, ils ont réussi à surmonter tout ça jusqu'à cette brillante victoire. Oui, tout à fait. C'est sûr que ce projet un peu fou de se relancer dans une seconde carrière, après avoir, surtout pour Guillaume, après avoir tout gagné avec Gabriela, n'a pas fait plaisir à tout le monde, c'est sûr. Mais voilà, on a su aussi, nous, l'équipe de coach, les maintenir dans une bulle où ils sont restés focus sur leur performance, sur leur travail, sur le job qu'ils avaient à faire à Milan. Ils ont réussi de magnifiques performances et contre toute attente, ils vont repartir de Milan avec une médaille d'or
qui a une valeur exceptionnelle pour les deux, et surtout après ce qu'ils ont vécu un petit peu individuellement par rapport à des campagnes un petit peu de dénigrement et dont ils ont été victimes. Chapeau à eux d'avoir tenu cette pression-là, et je pense que ça leur a donné au final une force et une envie de gagner encore plus grande que celle qu'ils avaient. Et on peut être que admiratif de ce qu'ils ont fait en Italie. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier ont aussi été remarqués pour avoir réussi à battre, non sans quelques critiques, là encore, les favoris américains Madison Chock et Evan Bates qui dominaient la discipline. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous de ce côté-là ? Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la danse sur glace est un sport très très dur techniquement parlant. Et c'est vrai que le public, on regarde un petit peu la musique, la chorégraphie, les costumes, mais il y a des notes et des éléments techniques qui sont jugés indépendamment par les juges, et sur l'ensemble de tous ces éléments, Guillaume et Laurence ont été les meilleurs, même si il y a eu une petite erreur qui a été pénalisée, mais c'est pas celui c'est pas celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne, c'est la somme de tous ces éléments positifs et négatifs qui fait qu'on remporte. Et je pense que les Américains, que j'entraîne également à Montréal et qui sont collègues et amis de Guillaume et Laurence, eux l'ont reconnu après coup, mais c'est sûr que à chaud, c'est toujours très difficile de ne pas obtenir ce pourquoi on s'entraîne depuis des dizaines d'années, et surtout face à des concurrents qui viennent de se mettre ensemble. Autre chose, est-ce qu'on peut dire que l'engouement du public pour ce duo Cizeron-Fournier a joué, les a portés ? D'ailleurs, on a même l'impression que ça relance carrément l'intérêt en général pour le patinage artistique, non ? Oui, tout à fait. Il y a un engouement pour le patinage qui est toujours présent, surtout tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Mais il y a des pays où le patinage est le sport numéro 1. Je pense au Japon, en Corée, au Canada. J'espère qu'en France et aussi à Monaco, cet engouement va se développer. Et c'est des grands champions toujours qui donnent une belle image d'un sport, qui donnent envie aux plus jeunes de se mettre sur la glace. Et c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur et amoureux de ce sport, c'est là une très grande satisfaction de voir que les épreuves de danse ont été suivies par des millions et des millions de Français et de Monégasques, j'espère. Et il y a un tournage aussi, un documentaire sur Netflix qui remporte un grand succès dans le monde entier et qui met en lumière notre sport. C'est le seul qui a eu lieu pour les sports d'hiver. Et ça, c'est une grande reconnaissance, et on le doit à des grands champions comme Laurence et Guillaume. Merci beaucoup Romain Hagenauer, entraîneur de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour commenter leur brillant couronnement en tant que champion olympique et les remarquables performances de leurs confrères et consoeurs aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Merci à vous. C'était un plaisir, merci. En football, retour au championnat pour Monaco qui se déplace sur le terrain du leader, Lens, ce samedi à 17h à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Battu par le PSG en barrage aller de la Ligue des Champions mardi, les Monégasques ont là une occasion de reprendre quelques vitamines avec un match capital pour la suite de la saison. Écoutez le coach Sébastien Pocognoli ainsi que le gardien de but Philippe Cohn avec Frédéric Elion derrière la caméra. Le calendrier fait qu'on a une très belle semaine en termes d'adversaires. Samedi, on se rend chez le leader, qui est très solide à domicile. Puis le mercredi, on va chez le champion en titre d'Europe. Donc, c'est une très belle semaine, c'est un beau challenge. On va jouer contre une bonne équipe à domicile. Donc, je pense que la possession, elle sera peut-être amenée à être pour Lens. Maintenant, on essaie toujours d'avoir un plan de match où on peut être dominant avec ou sans ballon. On essaie de l'être le plus possible. Contre Paris, on a certainement pas réussi à maîtriser le ballon comme on le voulait. On a peut-être joué un peu trop direct par moment. Contre Lens, on peut aussi avoir un match avec un peu plus de transition, par exemple. On verra quelle physionomie du match, quelle qualité technique il y aura dans le match aussi. We are on a good path. From the results,
it's kind of, I would say, defense-wise much better. Offensive-wise, we can do also better to score, to use the chances we have. We came from Champions League, but we want to play international also next season. So we have to focus on every game. We know Lens is a strong opponent. So we have to be ready from the first minute, and I'm really looking forward to play this game. Toujours en sport, la suite maintenant de notre série de reportages consacrée à l'AS Monaco Omnisport. Coup de projecteur aujourd'hui sur la section haltérophilie et force athlétique, deux disciplines distinctes mais qui demandent la même force physique et mentale. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pour soulever ces barres, il faut un savant mélange de force pure, de technique, mais aussi de mental. À la section haltérophilie et force athlétique de l'AS Monaco, les licenciés se retrouvent plusieurs fois par semaine pour s'entraîner au Stade Louis II, que ce soit pour le plaisir ou pour performer en compétition. L'haltérophilie est quand même un petit peu devant avec 15 compétiteurs réguliers. Pour la force athlétique, donc sur les 3 mouvements, plus le développé couché seul. Donc là, on tourne à 10 athlètes en compétition. Et ensuite, on a une section musculation loisir, donc en tout, 100 adhérents. En force athlétique, il y a 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. En haltérophilie, sport olympique, il y en a 2. Et pour chaque discipline, vous avez droit à 3 essais par mouvement pour soulever la barre la plus lourde possible. Le premier mouvement de compétition, l'arraché, il s'agit d'amener la barre au-dessus de la tête en un seul temps. C'est un mouvement qui demande plus de maîtrise technique, de souplesse, mobilité, que l'épaulé jeté, qui est plus un mouvement de force. À la mi-mars, 4 athlètes partiront en Islande pour le tournoi des petits États d'Europe d'haltérophilie. 2 représentants de l'ASM haltérophilie et force athlétique se sont aussi qualifiés pour les prochains championnats de France National 2 au mois de mai. C'est une affaire au retentissement mondial. L'affaire Epstein continue à nous surprendre avec chaque semaine de nouveaux rebondissements. Hier, jeudi 19 février, le jour de son 66e anniversaire, Andrew Windsor, le frère du roi Charles III, a été arrêté à son domicile pour soupçon d'abus de fonction publique avant d'être libéré. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie Billon, correspondante pour Monaco Info, établie à Londres. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous suivez cette affaire de près depuis la capitale britannique. Et d'abord, quelques éléments de contexte. On sait que le frère du roi Charles III, membre de la famille royale, a été déchu de ses titres. Il n'est plus prince. Que s'est-il passé entre-temps dans le fil des événements de sa déchéance jusqu'à son arrestation puis sa libération hier ? Eh bien, il y a eu principalement la publication des dossiers Epstein, et c'est ce qui vraiment a rendu le quotidien de l'ex-prince de plus en plus difficile. Entre-temps, il y a quelques semaines, il a dû déménager. Il vivait à Windsor, dans le parc royal de Windsor, et il a dû déménager à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, sur un terrain qui appartient au roi dans le privé. C'est-à-dire que Andrew n'était déjà plus membre de la famille royale, mais il vivait encore sur le terrain de la famille royale. Ça n'est plus le cas depuis quelques semaines. Il a été déménagé nuitamment de Windsor à Sandringham parce qu'il avait été vu quelques heures après les dernières publications du dossier Epstein, où il était justement lui-même très impliqué. Il a été vu en train de sourire benoîtement à la population en voiture et à cheval. C'est très mal passé. Donc on l'a nuitamment envoyé à Sandringham avant même ses meubles. Ses meubles sont arrivés le lendemain à Sandringham. Et c'est donc là, à Sandringham, qu'il a été arrêté hier, le jour de ses 66 ans. Mais ces 2 maisons, celle de Sandringham où il habite maintenant et celle de Windsor où il habitait encore jusqu'à très récemment et où très potentiellement donc il a encore beaucoup d'affaires puisque la police était encore en train de faire des fouilles ce vendredi à Windsor alors qu'elle avait terminé ses fouilles à Sandringham. Ces 2 maisons ont été perquisitionnées pendant son arrestation et même après qu'il ait été libéré puisqu'il est resté 11 heures finalement en garde à vue. Alors comme pour d'autres personnalités publiques, les millions de documents liés à Jeffrey Epstein qui ont été publiés auraient révélé donc des liens avec Andrew. Pour quel motif précis a-t-il été arrêté puis placé en garde à vue ?
Alors en fait, il y a deux branches aux implications potentielles d'Andrew avec Epstein. Il y a le volet sexuel où il aurait effectivement Andrew en tant que prince aurait participé à non seulement à des parties fines, mais surtout aurait participé, contribué à des abus de jeunes filles et de femmes. Il y a notamment la police de la région du Berkshire, donc de Windsor, qui étudie la possibilité d'ouvrir une enquête pour la formulation n'est pas encore établie, mais complicité de trafic humain, puisque il semblerait que Epstein ait envoyé une jeune femme en Angleterre pour qu'Andrew ait une relation sexuelle avec lui. Donc la police réfléchit à ouvrir une enquête. Et puis il y avait l'autre volet, le volet de ses responsabilités quand il était envoyé spécial du commerce britannique, donc plus ou moins le VRP du commerce britannique. Jusqu'à hier matin, la même police du Berkshire, de la région de Windsor, réfléchissait à ouvrir une enquête. Très rapidement, elle a décidé d'ouvrir l'enquête et d'arrêter le suspect numéro 1, c'est-à-dire Andrew. Et en fait, il est soupçonné d'avoir transmis des communications sensibles, gouvernementales, secrètes en fait, qui ne devaient pas être communiquées au public, à Epstein. Il y a beaucoup de choses qui seraient passées. Donc en fait, Andrew a été envoyé spécial du commerce britannique, donc vraiment un rôle symbolique, mais de 2001 à 2011. Et on a pu voir par exemple qu'il partageait son itinéraire avec Jeffrey Epstein quand il était en train de visiter l'Asie du Sud-Est. Ou alors il a envoyé un mail avec je t'informe d'opportunités d'investissement dans le pétrole, dans l'uranium et dans l'or en Afghanistan. Ce genre de choses qui n'étaient pas encore publiques, qui serait donc potentiellement un délit d'initié. Et puis surtout ce mail sur les investissements en Afghanistan a été envoyé quelques jours après qu'il ait été vu à New York, Andrew avec Epstein, et lors de son interview un peu catastrophe au début des années 2020, Andrew avec la BBC, il avait dit: après cette rencontre à New York, je n'avais plus été en contact avec Epstein, je suis allé à New York pour lui dire au revoir, pour cesser notre amitié. Quelques jours plus tard, il lui a envoyé des informations confidentielles. Il y a énormément d'éléments que doivent étudier la police. Quelles sont les réactions à cette arrestation du côté de la presse, du côté du Premier ministre Keir Starmer, mais surtout de la famille royale et du prince, du frère d'Andrew, le roi Charles III? Au niveau de la famille royale, le roi Charles III a émis un communiqué à la mi-journée en disant qu'il avait appris avec inquiétude ce qui était en train de se passer, que la loi devait suivre son cours, la police devait continuer à faire son travail et que la famille royale continuait elle aussi à servir le peuple britannique. Et d'ailleurs, on a vu Charles III à la Fashion Week hier et la reine Camilla à un concert. En même temps, la population britannique, elle, évidemment, il y a deux points de vue. Il y a le côté Andrew, finalement, c'est un peu une chasse aux sorcières. C'est lui qu'on prend en grippe, alors que il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués que lui. Et puis il y a l'autre point de vue, qui est que il n'y a pas de raison qu'il soit traité différemment. Ça fait longtemps qu'on sait quelque chose qui se passe. Ça fait longtemps qu'il a dit qu'il se mettait à la disposition des autorités pour répondre aux questions. Mais à chaque fois que le Congrès américain lui demande de parler, apparemment, Andrew a toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc, beaucoup de Britanniques sont contents que, Andrew soit traité comme les autres, et surtout que, étant donné qu'il a été arrêté, il a été forcé de répondre aux questions de la police, même si évidemment la police l'a interrogé sur l'enquête, c'est-à-dire côté très précis par rapport à ses fonctions publiques. La police n'a pas pu a priori lui poser des questions sur le côté sexuel puisque ce n'est pas l'objet de l'enquête qui est ouverte, mais au moins là Andrew n'a vraiment pas pu se défiler. Mais que peut-il se passer donc maintenant du côté de la justice? À quoi faut-il s'attendre? Alors, il est possible, ce n'est pas certain. La police, pour l'instant, est en train de revoir ce qui s'est passé hier dans l'entretien, dans l'interrogatoire. Va aussi regarder tous les dossiers, tout ce qu'ils ont pu trouver dans les perquisitions des deux maisons. S'il l'inculpe, il y aura donc un procès. Et s'il est déclaré coupable, il est passible de la prison à vie. Voilà, et l'on continuera à suivre avec grande attention la suite de cette affaire qui ébranle désormais aussi le Royaume-Uni et la monarchie. Merci beaucoup Marie Billon, correspondante à Londres pour Monaco Info, d'avoir été avec nous ce soir pour nous la commenter. Poursuivons en musique avec la suite des Happy Hour musicaux de l'OPMC. Hier soir, c'est le Quatuor du Soleil qui a fait le show à l'Auditorium Régnier 3, un petit groupe de musiciens formé il y a une dizaine d'années à la suite de leur succès lors d'un festival dans les Cévennes et qui se réunit de temps en temps pour le plus grand bonheur des Monégasques. José Sacré, Julien Logier et Clélia Renaud.
Mozart, encore et toujours Mozart, magnifique dans ce quatuor à cordes numéro 14 en sol majeur, intitulé Le Printemps, interprété par le bien nommé Quatuor du Soleil, 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Nicolas Delclos, violon, Julien Fourier, violon, Charles Locchi, alto, et Delphine Perronne, violoncelle. Seconde œuvre au programme, le quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur, La jeune fille et la mort, de Franz Schubert, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est difficile d'en dire quelque chose. En fait, c'est un peu son testament, puisqu'on sait qu'il était lui-même mourant quand il a écrit cette œuvre. La mort hantait Schubert depuis toujours. On a déjà des preuves de ça dans Le Roi des Aulnes, par exemple, qu'il a écrit à l'âge de 17 ans. Et donc là, la mort le poursuit. Un public nombreux a apprécié ce happy hour musical, juste récompense pour ces musiciens qui, outre leur travail avec l'orchestre, consacrent beaucoup de temps à la musique de chambre. C'est vrai, mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà, et notez que le prochain Happy Hour de l'OPMC aura lieu le 25 mars et sera consacré cette fois aux œuvres du grand compositeur français Olivier Messiaen. On dit que la cuisine est un art, mais la nourriture ne se mange pas toujours. La preuve avec Laurence Genkel, qui fabrique ses emblématiques bonbons. Et en ce moment, l'artiste a transformé l'Espace 22 en véritable boutique éphémère pour dévoiler une fine sélection de sa collection privée, ainsi que ses toutes dernières œuvres. Céleste Nuckelman et Alexandra Paolini se sont immergées dans son univers. Regardez. Avec une signature bien à elle, Laurence Genkel a su captiver les publics du monde entier. Ses célèbres sculptures bonbons bousculent les codes et redéfinissent les frontières de l'art contemporain. Il y a une sélection avec bien sûr des bonbons, mais des bonbons très différents de ceux qu'on connaît d'habitude. Donc des bonbons qui peuvent être dans les transparents avec des objets à l'intérieur, des transparents avec des peintures qui résistent à des hautes températures. On a aussi des tableaux, beaucoup de tableaux, donc des tableaux toujours avec une thématique bonbon et qui créent cette magnifique sensation. On est dans un univers coloré et sensoriel. Des sculptures de bonbons torsadés réalisées à partir de plexiglas, d'aluminium, de bronze ou encore de marbre, autant de matières et de couleurs travaillées avec minutie sur des formats de quelques centimètres à plus de 5 mètres de haut. Mes confections, ça part en général d'une forme classique que je vais intégrer à l'intérieur du bonbon, mais au préalable, je prépare le plexiglas. Donc, s'il s'agit d'un monochrome, donc là, je dirais que le travail est un peu plus facile, mais ensuite, donc, je vais la travailler en torsion et pouvoir gérer que ce soit voluptueux, qu'il y ait une certaine sensualité dans cette œuvre. Des bonbons, mais pas que. Pour l'artiste, ils sont une invitation à l'imagination. Une bouche, un nez, des yeux ou encore un cœur, le public se laisse emporter par ce qu'il voit. À chaque fois que je les regarde, je vois toujours quelque chose de différent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir initier le public, de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur du bonbon. Et chaque œuvre, si on regarde vraiment bien, les papillotes sont toutes différentes. Donc à chaque fois, on voit autre chose. L'art ne se contemple pas seulement, il éveille les sens et donne presque envie d'y goûter. Les 150 œuvres de Laurence Genkel sont à découvrir à l'Espace 22 de Monaco jusqu'au 27 février. Avant de refermer ce journal, un mot de l'exposition d'été du Grimaldi Forum qui aura pour thème cette année Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours. Sachez que les préventes viennent d'ouvrir. Vous pouvez désormais réserver votre place au prix de 7,50 € en suivant les indications sur votre écran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo du week-end présentées par Céleste Nuckelman. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour l'après-JT, consacré ce vendredi à la tournée de l'OPMC en Espagne. Juste le temps de revoir ces quelques photos historiques qu'ont ressorti nos photographes Monaco il y a 20 ans. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour l'après-JT.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les prévisions météo de ce samedi. En début de journée, le temps nous offrira un ciel clair. Quelques passages nuageux sont toutefois attendus dans l'après-midi. C'est un jour globalement ensoleillé avec une légère brise qui soufflera tout au long de la journée. Du côté des températures, elles varieront entre 10 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h18 pour se coucher à 18h09. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Pierre Damien. Et le saviez-vous, le 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Créée par l'UNESCO, cette journée rappelle que la diversité linguistique est une richesse à préserver. L'opportunité de réaffirmer la valeur de la transmission linguistique et de célébrer la richesse du plurilinguisme vécu au quotidien. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.